takfiristes, salafistes, piétistes, excluants, ou tout cela à la fois. Alors, comment se présente cette nouvelle géopolitique arabe? Nous constatons que l'émergence de puissances régionales contrariées, ça c'est quelque chose rapide à dire, à faire, à exposer. L'Arabie Saoudite, qui a été rappelée à l'ordre, interpellée à 2 reprises depuis 6 mois, à travers une interview donnée à Thomas Friedman et une autre donnée tout récemment au journal des Atlantiques en mars 2006. La Turquie, qui avait préconisé zéro problème avec les voisins, elle a tous les problèmes avec les voisins. L'Iran, conforté par l'accord conclu entre les 5+1 sur le plan nucléaire. Voilà à peu près un aspect des puissances régionales qui ont été plus ou moins marginalisées, ou une autre, comme le cas de l'Iran, qui a essayé d'émerger et qui s'impose dans la scène, sur la scène moyen-orientale. Rapidement, comment se présente ce constat général? Émergence et tentative et velléité de certaines puissances de s'imposer dans la région, le cas de l'Arabie Saoudite, de la Turquie et de l'Iran. Par contre, parallèlement, un délitement d'autres puissances, comme le cas de l'Égypte. Pourquoi le cas de l'Égypte? C'est la pression de la démographie, c'est l'encerclement par le Sud. Comment par le Sud? Dans la mesure où le Soudan a été dépaissé, le Soudan Sud est devenu indépendant, et puis Darfour, c'est pour demain, et puis un barrage qui va être construit en Éthiopie et qui va poser le problème numéro 1 pour l'Égypte, c'est-à-dire la question de l'eau. Partage ou tentative, comme je l'ai dit, de pouvoir d'influence entre les deux grands et les puissances émergentes régionales, mais ce n'est pas évident. Un autre élément sur le constat général, c'est un chaos au Moyen-Orient, guerre civile, dépeçage, partition territoriale et ethnico-religieuse, c'est 16 picots de le processus auquel nous assistons aujourd'hui. Les pays du Golfe sont dans une situation très délicate, autonomie politique très limitée et velléité de puissance sans projet, ou un projet qui n'est pas très crédible, qui n'est pas attractif, un projet salafiste. Pour le Maghreb, c'est un immobilisme à cause de l'affaire Sahara et à cause, en partie, de la position de l'opposition, de l'attitude négative depuis 40 ans de l'Algérie, depuis 1975. Le risque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Maghreb doit être emporté par le chaos, dans ce chaos-là, à cause de 2 facteurs. La Libye et le risque d'implosion de l'Algérie. C'est pas un pessimisme excessif que je développe ici, mais c'est une réalité potentielle qui peut demain être réelle. Alors, rapidement, deux ou trois propos pour dire en quoi consiste ce chaos. Une petite phrase. Avec l'Afghanistan, on a eu des Afghans qui ont mis le désordre dans les pays arabo-musulmans, avec le retour, après la défaite des Soviétiques en 1988. Et donc, avec l'Afghanistan, on a eu les Afghans, avec la Syrie, on a eu Daesh. Un analyste, j'ai relevé ça dans une émission à Al-Mayadine, datée du 1er octobre 2014. Voilà comment on présente Daesh. Plus ou moins schématique, ça ne répond pas à tout, mais c'est une présentation qui n'est pas inutile à connaître. Comment se présente ce résultat-là qui s'appelle Daesh, comment il est. Alors, le cocktail, il est là. Daesh n'est que l'expression, les facteurs ils sont là. Il y a le pétrole, la sécurité d'Israël, la permanence du conflit palestinien, la complicité des pays occidentaux avec certaines dictatures arabes, l'apparition et le développement fulgurant de l'islam politique devenu violent, la guerre américaine de 2003, il ne faut pas oublier, parce que c'est l'incubateur
celui qui a créé Daesh en partie sur le plan opérationnel, sur le plan des combattants, c'est la guerre de 2003, puisque tous les militants, tous les combattants, tous les responsables, y compris les officiers de l'armée irakienne, ont été constitués entre 2003 et 2006. C'est ceux qui ont constitué Al-Qaïda, c'est ceux qui ont, après, ils ont constitué les mouvements qui ont aidé les Américains, une partie, le Sahawat, ceux qui ont aidé les Américains à sécuriser un petit peu les villes, ce sont des sunnites. Il y a eu une coalition provisoire, mais c'est ceux-là, c'est dans ces rangs, c'est dans ces tribus qu'on a recruté un petit peu les futurs combattants, les futurs. Et puis, le rôle de certains pays pétroliers, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, l'Iran, le comportement du Premier ministre irakien, Maliki, puisqu'il a pratiqué une politique discriminatoire, excluante vis-à-vis des sunnites. Donc, personne n'était parlé. Tous ces facteurs conjugués ont fait la situation actuelle. Il n'y a pas un seul facteur dans l'explication de la situation qui prévaut actuellement au Moyen-Orient. Alors, comment on est arrivé là? Comment le monde arabe se trouve là où il est, avec la situation qu'on connaît? Trois séries de facteurs, je vais être vraiment court, rapide et télégraphique sur les causes. J'en relève trois. La première série, c'est qui joue sur le long terme, sur le temps long, au niveau de la culture, des idées et des mentalités. La deuxième série, c'est deux paramètres structurants, deux paramètres géopolitiques qui ont structuré les rapports entre le Moyen-Orient et le reste du monde. Et enfin, les facteurs conjoncturels déclencheurs. Voilà les trois séries. C'est ces trois séries que je vais exposer rapidement. Et je termine avec ces trois séries. Alors, pour les facteurs structurants sur le temps long, c'est le wahhabisme depuis 2 siècles, une vision de l'islam qu'on appelle salafiste ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas très spécialiste de l'islam, mais c'est une vision un peu, rigoriste. Et elle n'a pas joué un rôle important durant ces 2 siècles. Elle a commencé à jouer un rôle à partir de 1973, tout simplement, parce que ce pays-là a pu avoir une puissance financière grâce au choc pétrolier de 1973. Donc, puissance financière, et c'est là où l'expansion de l'ouahabisme a commencé. Les frères musulmans d'Égypte début 28, eux aussi, ils ont essaimé dans le monde arabo-musulman et qui ont joué un rôle au niveau de la formation des idées, des mentalités et de la pensée. Le troisième élément dans ces facteurs qui ont joué sur le temps long, la guerre d'Afghanistan, c'est la même chose. À part la formation des combattants, cette guerre a contribué dans la formation des idées, des mentalités, des psychologies des Arabes et des musulmans. Quatrième facteur, c'est la faillite de tous les projets de société dans le monde arabe. Tous les projets. Il n'y a pas un projet, on exclut par exemple, on considère que le Maroc est une exception dans la mesure de stabilité, il y a une certaine démocratie, mais à part ça, la situation actuelle du monde arabo-musulman n'est pas réjouissante. Et donc, pourquoi, quel que soit le projet, Nasserine, le Beth, Irak, en Syrie, Panama, socialisant, en Algérie, communiste ou communisant, en Yémen du Sud, etc. Tous ces projets-là ont fait. Et cinquième élément, la permanence et la centralité de la question palestinienne et la dimension religieuse de la vie d'Al-Quds, avec en plus des jeux de puissance. Tout à l'heure, j'ai montré une vidéo sur les Palestiniens. Je peux en montrer une centaine. Il y a à peine 15 ou 20 jours, un jeune Palestinien a été achevé par un soldat. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, a été achevé alors qu'il n'était pas mort. C'est le cas paradoxalement de la fille qui n'était pas morte, et les autres soldats ont empêché l'ambulance de venir la sauver. Donc, quelle est la conséquence de tous ces facteurs-là, surtout depuis 47-48? C'est la culture de la défaite et de la soumission. Essayez de voir un petit peu les archives de toutes les guerres avec Israël. La seule image lancinante qui revient souvent, c'est des armées arabes battues, avec la main sur la tête. Avec cette image-là, quelle dimension, quelle vision, quelle mentalité, quelle psychologie on peut avoir chez un arabe ou chez un musulman?
par rapport à un fait, depuis 47-48, qu'il est malmené, il est écrasé, il est humilié, et il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de riposte. Et ces gens-là paumés des banlieues françaises, il n'est pas exclu que ces images-là, c'est pas seulement la situation, comme je l'ai dit, socio-économique, c'est aussi cette permanence de l'image de l'arabe défait, humilié, écrasé, etc. Alors, les deux paramètres géopolitiques structuraux, il ne faut pas oublier, il y a certains qui peuvent me dire que l'Amérique maintenant est devenue exportatrice du pétrole, mais c'est pas si, il n'y a pas des étudiants, des anciennes promotions, je l'avais dit il y a 15 ans, si l'Amérique pouvait se passer des pays du Golfe, ils les auraient lâchés il y a 15 ou 20 ans. Ils n'ont pas fait parce qu'ils dépendaient encore du pétrole. Aujourd'hui, qu'ils ont commencé à exploiter le gaz de schiste, notamment dans le Dakota du Sud, ils deviennent exportateurs de pétrole. Mais je ne connais pas la dernière situation, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier, c'est qu'avec le prix du pétrole à 40, il est descendu jusqu'à 30 apparemment. À 40, l'utilisation du gaz de schiste ne sont pas économiquement exportables. Sachant qu'il y a la pollution, sachant qu'il y a une population qui connaît des problèmes en matière de santé. Donc 60% des réserves mondiales, ce paramètre a structuré le rapport entre le Moyen-Orient et le reste du monde à partir de ce chiffre très significatif. Il y avait des chiffres que j'avais avancés il y a quelques années, avant la découverte du gaz en Méditerranée, c'est que le Moyen-Orient va pouvoir fournir à l'ensemble du monde pendant 50 ans. Toutes les sources vont s'épuiser dans 20 ans, sauf qu'il y a des découvertes importantes dans la Méditerranée orientale, tout récemment. Dernier dans les facteurs paramètres géopolitiques structurants, la sécurité d'Israël. Depuis 47-48, cet élément-là était fondateur d'une politique de l'Amérique, de l'Occident, même si l'Amérique n'était pas le premier soutien. C'était la France d'abord, l'Angleterre. Et ces pays-là, le monde occidental en général, a porté Israël, a essayé d'assurer sa sécurité, et c'est un élément. Et par rapport à cela, je vous envoie un livre, c'est pas la Maoïste qui l'a écrit, c'est pas un trotskiste, c'est un journaliste professionnel, très connu dans l'immédiat, britannique, c'est Robert Fisk, où il parle comment les pays occidentaux ont traité le Moyen-Orient en général depuis 1945. Robert Fisk, la grande guerre pour la civilisation, l'Occident à la conquête du Moyen-Orient, 79-2005. Alors, dernier point, les 5 facteurs conjoncturels. Donc, à part le facteur des idées, à part les deux paramètres structurants qui sont géopolitiques, il y a des facteurs conjoncturels qui ont contribué, soit à déclencher, soit à accélérer. Alors, j'en relève 5. 1. C'est certains pays régionaux, certaines puissances régionales qui ont exprimé leur volonté de puissance. 2. C'est la Russie en 2006, lorsque en 2006 il a coupé le pétrole, le gaz à l'Ukraine. L'Europe découvre qu'elle dépend du gaz russe. Et ils ont cherché à essayer de limiter la dépendance par rapport à la Russie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec la découverte des gaz dans la Méditerranée, qui longe 6 pays, ils ont essayé de voir dans quelle mesure ils peuvent faire passer un gazoduc. Et là, le meilleur passage, c'est celui de la Syrie. Qataris et Saoudiens sont venus parler aux Syriens. Ils n'ont pas voulu, parce qu'il y a un problème d'alliance. Quelle était l'explication de la Syrie? Ils se sont dit, moi je suis allié à l'Iran et à la Russie, je ne vais pas changer d'alliance, parce que si j'accepte le gazoduc qui passe par la Syrie, cela veut dire que la capacité de nuisance de la Russie va diminuer et que le gaz qatari va passer par la Syrie pour l'Europe. Voilà la problématique qui s'est posée sur la construction ou non de ce gazoduc. Et enfin, les deux derniers, c'est l'histoire du gazoduc que je viens de le dire, et enfin le printemps arabe qui a tout chamboulé, et qui a, après la révolution tunisienne, égyptienne, yéménite, la Syrie était dans le collimateur.
qui est explicative. Dans ce sillage, il ne faut pas oublier la responsabilité du Chala. Voilà, tout le monde, dans le cocktail que j'ai dit tout à l'heure, tout le monde a une part de responsabilité dans le chaos généralisé qui prévaut actuellement. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, professeur Michel. On passe directement à la signature du livre pour ceux qui veulent une invitation pour le sens. Merci. شكرا سيدي، شكرا بارك الله فيك. C'est ton gentil. Avec davantage de rayonnement et de production. Le militantisme connu. مرحبا سي عبد الرحيم، شكرا. Sans le problème, je vous donne ma carte. Écrivez parce que c'est pas évident pour la. D'accord, oui. Voilà. Voilà. Ça va. Bien. Ah d'accord, ça fait beaucoup d'aide. Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir aussi. Ça. Merci, c'est gentil. Voilà. Hein? Ça. Merci, on se reverra en S3. Inch'Allah. C'est Mohamed.
Merci Rachid.